Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie de FAQ qui concerne plus particulièrement les 3 normes, mon métier d'écrivain. Voilà, on va discuter un peu de mon métier, de ce que je fais, de livres et de littérature et tout ça. Et juste avant de commencer cette deuxième partie, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est qu'il y a une petite collection qui est sortie donc sur les3normes.fr, je vous mets le site en barre d'infos. Voilà, j'ai sorti un vlog la semaine dernière qui raconte un peu comment s'est organisée toute cette création. Il y a un book haul aussi pendant le vlog, bref. J'ai fait comme j'ai pu, et voilà, donc il y a des produits comme des petits sous de verre, voilà, toujours pratique pour poser sa bière, en carton, 2 petites cartes postales, donc voilà, comme ceci, qui sont en paysage, blanche bien sûr, derrière, si vous voulez écrire un petit mot, ou les afficher chez vous, je les aime trop, voilà. Je suis même un peu dégoûtée de pas m'en avoir pris pour moi, tu vois. Et ensuite un marque-page, donc voici avec l'oiseau qui représente donc, pour ceux qui ont lu La Gardienne du Chardon, une mésange et des chardons. Pour les autres, je vous laisse découvrir, mais voilà, ça a une signification dans le roman. Voilà, c'est la petite collection pour Noël parce qu'il n'y a pas de nouveauté qui sort pour les fêtes pour cause de coronavirus et pour cause que je n'ai pas encore trouvé mon manuscrit, même si j'ai trouvé potentiellement un manuscrit pour l'année prochaine, c'est juste que c'est un peu compliqué, voilà, mais je mets des réserves, mais ça serait super cool que ça se fasse. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. La deuxième chose, et ça c'est juste pour vous dire, donc cette FAQ, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur le sujet, c'est pour ça que je les ai séparées en 2. Et j'ai eu aussi des questions un petit peu beaucoup déplacées sur l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, combien je gagne, tout. On est en France les gars, donc le salaire ça se dit pas, malheureusement, mais c'est comme ça. Et surtout, quand vous allez à Decathlon, à Super U, ou quand vous achetez sur des boutiques Etsy, demandez pas aux gens combien leur entreprise gagne par an, je sais pas. J'ai trouvé ça hyper déplacé comme question, je sais même pas comment c'est venu dans la tête des gens. Sincèrement, je sais pas comment c'est venu. Donc voilà, ça m'a fait énormément rire en fait que y a des gens qui posent la question. Donc j'étais en mode, bah en fait, t'es pas le gérant de l'entreprise, ça te concerne pas, a priori, mais bon. Donc on va commencer tout de suite. J'allume mon téléphone et puis on voit ça. Donc cette première catégorie de questions, ça va être plutôt la création de l'entreprise et des conseils. Donc la première, je pense que c'est la plus logique de commencer par là. Comment t'es venue l'idée de créer les 3 normes? Mais je préfère répéter parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, vous n'allez pas regarder des vidéos qui datent de plusieurs mois forcément. En fait, les 3 normes, c'est un projet que j'ai à ma sortie en fait de fac de droit. Quand je me suis réorientée en lettres, dès ma première année de lettres, je savais que je voulais faire de l'édition et je voulais créer dans le temps ma structure. Et en fait, au fur et à mesure, quand je suis rentrée en master, moi j'ai bossé dans des grands groupes éditoriaux. Je me suis vite rendu compte que j'avais envie d'être indépendante sur plein de choses, qu'il n'y avait pas de maison d'édition en soi qui correspondait à mes valeurs, notamment en ce qui concerne Amazon. Bon là, avec toute la vague anti-Amazon, il y a des éditeurs, je l'espère qu'ils le font par croyance et pas par business, décident de plus vendre sur Amazon, donc ça c'est super cool. Moi c'était pas le cas forcément il y a quelques mois quand je me suis installée, voilà, c'est le problème de ça. Mes valeurs au niveau du travail, du comportement des salariés, tout ça, mais mes valeurs d'entreprise, je trouvais pas forcément, même, voilà, il y avait en imaginaire, je ne trouvais pas, je voulais forcément travailler en imaginaire, je ne trouvais pas de maison d'édition qui correspondait ou qui ne me posait pas problème dans leur structure, ce qui fait que c'est venu assez naturellement et que en fait j'avais envie de créer, j'ai toujours eu cette envie de créer et depuis toute petite j'ai toujours rêvé de faire des métiers indépendants. Je ne me suis jamais vue travailler pour un patron et ça j'ai grandi comme ça, hein. J'ai voulu faire énormément de métiers différents, donc je voulais quelque chose à moi, j'avais envie de faire quelque chose qui me passionne et que je suis pas avec des freins, notamment vis-à-vis de mes collègues de travail que j'ai pas choisi, vis-à-vis des valeurs de l'entreprise, vis-à-vis des textes publiés. Je pense que j'étais un petit peu traumatisée par certains trucs que j'ai vus en maison d'édition que je voulais pas voir reproduits dans mon entreprise. J'aurais forcément lancé mon entreprise, ça s'est fait plus tôt que possible. Ça s'est fait par un enchaînement d'événements. J'ai rompu mon contrat d'apprentissage plus rapidement à la demande de mon université parce que ça se passait très très mal et que mon université voulait pas clairement que je continue. Et moi-même, j'ai essayé de lutter contre ça, mais c'était pas possible. Donc voilà, je me suis retrouvée à réfléchir pendant un mois ou deux à savoir ce que je vais faire. Est-ce que je
continue voilà, de chercher sur Paris, une ville que je déteste profondément, je déteste vivre en ville, ou est-ce que j'essaye de me lancer toute seule et en fait le choix a été vite fait. Une suite d'événements a fait que ça s'est construit et je suis très contente d'avoir suivi cette voie, il faut dire ce qui est, sachant que j'ai des gens dans mon master qui est quand même réputé, qui n'ont pas trouvé encore de travail de CDI, parce que l'édition, et je vous le répète et je le dis, c'est un secteur extrêmement bouché. Donc si t'as pas de réseau, c'est mort quoi, c'est compliqué, donc je voulais pas être le genre de personne à devoir travailler dans un autre secteur qui m'intéressait pas parce que mon diplôme est un double diplôme. C'est tous ces facteurs là, mais c'est surtout parce que j'avais envie de créer quelque chose à moi avec mes valeurs et de faire ce que j'aime en fait. Que conseilles-tu à quelqu'un qui souhaite créer sa maison d'édition? Alors j'ai de nombreux conseils à vous donner. Tout d'abord, faites des études, il y a des gens qui se lancent comme ça pour faire leur maison d'édition. Je vous conseille sincèrement de faire des études, au minimum une licence et un master, c'est bien parce que y a des gens qui se lancent qui connaissent rien du tout, mais quand je vous dis qu'ils connaissent rien, ils connaissent rien du tout au métier, qui ne savent pas ce que c'est d'être éditeur et toutes les prérogatives. Des études, ça vous apporte de la matière, de la connaissance, mais ça vous apporte, notamment, il y a beaucoup d'alternance ou de stages, ça vous apporte du travail de terrain et ça c'est essentiel en fait. Moi je suis pas le genre de personne qui se lance comme ça sans avoir étudié la chose avant, donc ça c'est le premier conseil. Je vous conseille aussi de bien être entouré et d'être accompagné, de faire les démarches pour être accompagné, voilà, être accompagné dans votre entreprise. Maison d'édition, faut savoir que c'est énormément de paperasse, c'est pas conseillé de déclarer en auto-entrepreneur, c'est beaucoup de choses administratives qui se mettent en place, c'est beaucoup de travail et il faut avoir la passion. Je pense que la seule chose c'est que si tu n'aimes pas lire, si t'es pas passionné un max, tu vas pas vraiment t'épanouir là-dedans, sachant que c'est hyper chronophage. Lancer une entreprise c'est très chronophage, c'est très risqué, y a plein d'éléments à prendre en compte et notamment je conseille de faire un bilan sur sa propre vie pour voir si la création d'entreprise n'est pas un risque trop important pour votre situation familiale notamment. Voilà, prendre en compte si vous avez des enfants, ce genre de choses. Il y a des situations où c'est plus compliqué que d'autres, mais je vous conseille de faire des études et ça c'est un conseil que je donne et surtout d'être bien accompagné, de bien réfléchir son projet, de pas aller à la chambre des commerces et déclarer comme ça. Moi j'ai mis 1 an à tout préparer avant la déclaration, c'est très long alors que c'est quelque chose que j'avais travaillé déjà depuis longtemps en amont. Donc voilà, c'est les conseils que je peux donner, mais c'est des conseils de moi, hein, donc ça a peut-être pas très très grande valeur. J'ai séparé cette FAQ en mon statut de gérante d'entreprise, mon travail d'écrivain et mon travail d'éditeur parce que j'ai 25 casquettes, hein. C'est un plaisir au quotidien mais en même temps on s'ennuie pas, voilà. Moi qui aime pas les choses redondantes au moins, voilà. La première question, et c'est gentil de le poser, c'est est-ce que ton activité actuellement te permet de vivre financièrement? Il faut savoir, et c'est quelque chose que je me suis rendu compte, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte vraiment de ça et quand on crée une entreprise, c'est pas du tout conseillé de se tirer un salaire au moins la première année, voire les 2 premières années. Et je connais même des gens qui se tirent pas des salaires pendant 3 ans, voilà, des patrons d'entreprise pour pouvoir voir leur entreprise éclore. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas me tirer un salaire la première année. Là avec le Covid, ça aurait été un peu plus compliqué. Je pourrais en vivre, alors je vais pas gagner 2000 € par mois, hein, je vous le dis, hein, c'est des petits salaires qu'on peut se tirer à la base, mais c'est comme dans toutes les entreprises, hein, tu deviens pas milliardaire d'un coup, et même il y a beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent jusqu'à la fin de leur vie, voilà. C'est un métier à risque, hein, c'est pas un métier où tu vas tirer des super salaires tous les mois, tout le temps, tout au long de ta vie. Il y a des mois qui sont plus ou moins difficiles. Et voilà, donc financièrement, là, avec le Covid, c'est très compliqué en fait de même établir si l'entreprise est bonne ou pas au vu de la condition. Donc là je peux pas te dire parce que là la situation fait que c'était prévu que je me tire pas de salaire cette année, on verra l'année prochaine, de toute façon je vais commencer à me tirer des salaires, je suis bien obligée au bout d'un moment. Je ferai un update voilà, des 3 normes là-dessus, mais pour l'instant je peux pas répondre à ta question. Ensuite, es-tu accompagnée dans les 3 normes? Alors les 3 normes c'est une entreprise que je gère, je fais tout moi-même, voilà, à part quand je passe par des illustrateurs, mais c'est encore moi qui fais la démarche de passer, de faire les cahiers des charges, voilà, il y a du travail derrière. Par contre, je suis accompagnée, en fait j'ai bénéficié de plusieurs choses, et ça c'est quelque chose que je conseille énormément. Pôle emploi en fait a des structures plutôt intéressantes, et notamment nous à Rouen, il y a des formations, et notamment
quand tu es créateur d'entreprise, il y a des formations création d'entreprise où tu as de la sélection. Et en fait, moi j'ai fait une formation création d'entreprise pendant quelques mois, donc fin 2019, début 2020. Et c'est une formation qui t'apprend en fait à gérer une entreprise. Donc c'était hyper formateur. Donc j'étais très accompagnée là-dedans. On était accompagnés 3 mois à la fin de la formation. On était accompagnés par des juristes, par des gens qui sont déjà créateurs d'entreprise, des gens qui sont spécialisés dans le business, dans le marketing, dans plein de choses différentes. Ça c'est un premier accompagnement que je conseille. Après c'est un truc qui est fait sur dossier et c'est sélectif. Je crois qu'il y avait nous 300 ou 400 personnes qui avaient postulé pour cette formation, on n'a été que 15 à être pris. Voilà, il faut bosser son truc, son pitch et tout ça. Et en parallèle, en fait, à la suite de cette formation, je suis allée m'inscrire à la chambre des commerces, qui est obligatoire quand tu as une entreprise commerciale. Et là-bas, dans la chambre des commerces, et ça c'est dans toutes les chambres des commerces, ça fonctionne par région, il y a donc plusieurs pôles, et notamment, il y a un pôle de jeunes créateurs entreprises. À Rouen, ça s'appelle Initiative Rouen. Et en fait, c'est un dossier, voilà, on doit répondre à certaines catégories pour pouvoir y permettre. On est sélectionné, donc on a un dossier à faire, on a une présentation, il y a un juré, bref, il faut savoir convaincre son juré. Et à la fin, on peut bénéficier ou non d'une marraine ou d'un parrain, et c'est ce que j'ai bénéficié, et j'ai eu la chance quand même assez extraordinaire de bénéficier d'une marraine qui travaille au centre régional du livre normand. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me coach, qui m'aiguille, qui fait un point, qui m'aide, voilà, il y a plein de choses qui font que c'est une aide nécessaire. Et pour en parler de chiffres, et là c'est un peu technique mais je pense que ça peut vous intéresser, pour parler de chiffres, quand vous bénéficiez de ce genre d'initiative, il y a entre 50 et 70% de chances, je ne sais plus exactement le chiffre, à ce que votre entreprise se pérennise au bout de 3 ans. Donc qu'elle ne coule pas au bout de 3 ans. Parce que bon, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et qui coulent, hein. Ça c'est quand même assez logique. Mais voilà, c'est ce genre d'initiative, donc ça c'est cool. En plus en Normandie, on a de la chance d'être une terre d'auteurs depuis des siècles et d'être une terre d'éditeurs aussi. Il y a beaucoup d'éditeurs, alors peu en imaginaire, on n'est pas beaucoup, mais on est une terre d'éditeurs, donc ça c'est cool aussi. Il y a plein de choses qui se créent, il y a des ateliers, voilà, moi je suis parallèlement des cours parce qu'il faut toujours s'instruire. Ensuite une question, et ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai eu vos mails, parce que j'ai eu plusieurs mails, est-ce que je prends des stagiaires? Non, alors je sais que c'est très compliqué, hein. J'étais dans la même situation que vous il y a 2-3 ans. Non, je prends pas parce que mon entreprise est trop jeune. Je me sens pas encore légitime d'avoir des stagiaires, on va dire, on verra ça dans plusieurs années. Et j'ai pas la structure pour l'instant pour les accueillir, donc c'est beaucoup de choses. Les stagiaires, c'est assez chronophage, hein. On forme quelqu'un, donc il faut avoir le temps de les former. Et clairement, moi toute seule, j'ai pas le temps de former un stagiaire. Et je suis pas dans l'optique, comme beaucoup d'éditeurs, et ça c'est quelque chose que je reproche énormément au monde de l'édition. Là, il y a des lois maintenant qui sont passées, parce que ça a débordé un petit peu trop dans les milieux culturels, on va dire en général. C'est que y a eu une mode à un moment où on prenait plus de stagiaires que de gens qui travaillaient dans l'entreprise parce que ça coûtait moins cher et comme ça ils faisaient toute la paperasse et le boulot. Et moi je suis pas dans cette initiative là, donc voilà, il faut savoir que si vous êtes stagiaire, vous devez être obligatoirement rémunéré au bout de 3 mois. Donc il y a eu des lois de protection qui ont été faites, voilà, à ce sujet là. Donc voilà. Moi je me sens pas prête, je peux pas accueillir actuellement, l'entreprise est beaucoup trop jeune, mais je le ferai bien un jour parce que je trouve que c'est quand même assez sympa de pouvoir donner un peu de son expérience, mais j'ai pas assez d'expérience en soi pour prétendre à ça. Mais je vous remercie de vos mails et je vous souhaite bon courage à tous ceux qui ont envoyé des mails, voilà. Je suis avec vous. Ensuite, pas trop compliqué, la paperasse. Alors oui, il y a énormément de paperasse dans une entreprise. Quand t'es gestionnaire, il y a beaucoup de paperasse, que ce soit des paperasses administratives, bancaires, factures, bref, voilà, il y a énormément de choses. Moi j'ai fait le choix de prendre un comptable dès le début parce que je n'ai pas les qualifications. Il faut reconnaître aussi quand on est qualifié sur certaines choses ou pas. Je n'ai pas les qualifications pour faire de la comptabilité. J'ai eu des cours de comptabilité, j'ai détesté ça. Donc voilà, c'est un prix, c'est très cher. Les comptables c'est cher, faut dire ce qui est. Mais je préfère mettre du temps à essayer de faire évoluer l'entreprise dans ce temps-là que de faire la comptabilité où je ne comprends rien, où je serais incapable de le faire. Donc voilà, j'ai un comptable. Après, t'as quand même toutes les factures à rassembler, c'est à toi de faire les démarches pour payer certaines choses, mais il y a beaucoup de papiers à signer, beaucoup de papiers à lire, beaucoup de papiers à stocker, beaucoup de papiers. C'est une grosse partie du boulot, mine de rien, donc les gens qui aiment pas la paperasse, c'est un peu compliqué d'être gestionnaire d'entreprise au début, hein. Après, tu peux déléguer. Ensuite, comptes-tu garder le financement Ulule? Alors ça c'est une question qui a énormément évolué, je me la suis posée dès le début et notamment là avec le Covid ça a remis les choses, j'en ai parlé longuement donc avec ma marraine et puis même avec des gens, des proches.
En fait, au début, je ne voulais pas compter sur le financement Ulule parce que j'ai vraiment eu du mal à passer par le financement Ulule parce que ça me gênait en fait de faire ça. Après, il y a énormément d'entreprises qui le font et j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit que c'est quand même une chance énorme qu'on a aujourd'hui de faire participer des gens, de pouvoir créer des petites entreprises comme ça en ayant la confiance des gens, en ayant le soutien des gens. Et la crise qu'on subit actuellement, du Covid, fait que je n'ai plus le choix en fait pour 2021 de le faire. À la base 2021, je devais faire un financement pour un projet particulier, mais là je vais être obligée, du moins au début, pour le faire. Au fur et à mesure des années, c'est quelque chose que je ferai ponctuellement, mais là pour l'instant c'est pas possible dans la structure actuelle. L'entreprise est trop petite, l'entreprise est dans une situation compliquée. Il faut savoir, au niveau de l'édition, les ventes de livres à la suite du confinement, ça c'est beaucoup, on en a vendu énormément. Voilà, en clair, les libraires ont fait leur chiffre de Noël. Le problème, c'est en majorité les gros éditeurs qui ont bénéficier de cet argent, de ces ventes, et pas du tout les petits éditeurs. Donc voilà, je vais continuer à faire ces petits financements avec des sommes moyennes, hein. Je vais pas demander des dizaines de milliers d'euros, hein. On n'est pas sur ce délire là, mais des petites sommes. En plus, ce qui me rassure, c'est qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui le font, donc je me dis que c'est une pratique qui se pratique de plus en plus. Donc voilà, ça va continuer comme ça, même si je le voulais pas. Parfois on est obligé de faire des concessions sur certaines choses pour pouvoir pérenniser l'entreprise, donc il y aura une continuité. En plus, je sais que ça a plu énormément de contribuer, d'avoir des petits goodies en plus, de pouvoir avoir son nom pour certains dans le livre. Bref, c'est quelque chose. J'ai beaucoup aimé aussi l'émulation autour de ça, les échanges, tout, mais c'est énormément de travail, le financement participatif. Faut se rendre compte qu'il y a énormément de choses à faire autour, donc c'est très chronophage aussi. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais oui, je vais continuer. Ensuite à la partie romancier. Alors il faut le dire que j'ai un peu du mal à me qualifier comme ceci. Voilà, c'est quelque chose, je pense qu'on passe tous un peu par un syndrome d'imposteur au moins une fois dans sa vie. Et donc là je suis un peu dans ce cas-là, mais je vais répondre à vos questions. Alors, la question qu'on me demande le plus, c'est à quand le deuxième roman des Voix de l'Oporum, le tome 2. Alors, je ne voulais pas donner une date, j'ai une date en tête, mais je veux pas vous donner une date parce que je veux pas vous décevoir. Faut savoir que j'écris en parallèle de la gestion de toute cette entreprise, donc je peux pas écrire aussi vite que quelqu'un qui fait ça presque toutes ses journées, en plus de la paperasse et tout ça. Donc voilà, il y a cet effet là, je me suis fixé une date, j'essaye d'écrire au plus vite, ça avance, je suis plutôt contente, j'ai plutôt avancé là-dessus. Voilà, je suis un petit peu bloquée en ce moment, mais je vais laisser ce passage là et continuer l'histoire, et ça, je reviendrai dessus pour débloquer cette partie là, mais voilà, donc ça avance, je fixe pas de date, mais j'espère bientôt. Vous allez pas attendre 3 ans ou 2 ans, j'espère. Je vais tout faire pour que ça soit très rapide, mais pour l'instant je veux pas créer de déception en annonçant une date et que ça soit pas le cas. J'aime pas trop quand c'est le cas, quand il y a des auteurs ou des éditeurs qui annoncent une date et que c'est reporté tous les ans. Traumatisme, Wind of Winters, bref, tout ça vous connaissez, donc je préfère ne pas fixer de date, mais j'espère au plus vite. As-tu d'autres idées de romans? Alors oui, La Gardienne du Chardon, c'est un roman qui est donc en 2 tomes, qui est du steampunk fantasy, donc dans un univers revisité de Londres. Voilà, on voyage, tout, bref. J'adore cet univers, mais ça fait plusieurs années que je réfléchis à un univers de dark fantasy, donc qui commence à se construire progressivement parce que mon cerveau fonctionne. Je travaille sur la suite de La Gardienne du Chardon, mais en même temps j'ai des idées pour ce truc-là. Mais c'est pas tout de suite que tu dois travailler là-dessus. Donc ça sera de la dark fantasy, j'ai déjà mes personnages principaux, j'ai déjà la fin de mon roman, voilà, ça sera... j'ai toujours la fin avant le début, j'ai le début et la fin, voilà, il n'y a plus qu'à écrire le milieu maintenant. Mais voilà, donc ça sera un univers totalement fantasy, avec donc un côté dark fantasy assez prononcé, ou plutôt adulte toujours. Et pour l'instant, j'ai plein d'idées que j'ai depuis des années, mais pour l'instant je préfère pas non plus trop m'éparpiller, plutôt finir les romans à finir, et puis après on verra, parce que c'est vrai que après, si j'ai été un temps à avoir plein d'idées différentes et pas avancer sur les récits, donc là mieux vaut segmenter, ça sera beaucoup plus facile. Alors, comment fais-tu lorsqu'une idée d'un auteur de roman te prend? Alors, cette question, je pense que c'est comment fais-tu si t'as une idée qui surgit. Alors moi, je prends des notes, même au milieu de la nuit, je me réveille, je prends des notes, je marque sur mon téléphone, des mots-clés ou ce genre de choses, des phrases aussi parfois. Parce que des fois, j'ai un peu le seum quand il y a une phrase et que je me dis...
va te coucher, tu verras ça demain et que le lendemain bah t'en as plus, mais tu sais qu'elle était bien mais tu n'as plus d'idée. Et sinon la question peut être lue aussi dans le sens que quand je lis un livre et qu'il y a une idée qui me plaît, comment je fais, bah en fait je la travaille dans ma tête, ça veut dire que souvent mon cerveau va faire une fixette sur cette idée, il va retravailler puis je prends des notes après. Je prends énormément de notes dans ma tête et surtout je mets des mots-clés dans ma page Word, on va dire. Je mets il y aura tel événement, tel événement, tel événement, tel événement et voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est très photographique chez moi, ça fonctionne comme ça. Mais voilà comment je fonctionne. Alors cette question m'a fait trop rire parce que les gens commencent à me connaître sur la chaîne. Hein. Aimerais-tu que l'on écrive une fanfiction sur la gardienne du chardon? Moi je suis 100% pour qu'on écrive des fanfictions sur mes récits parce que j'adore la fanfiction. Je consomme de la fanfiction depuis des années. Je suis le genre d'auteur à plutôt penser que la fanfiction c'est un hommage, c'est une lettre d'amour à l'univers de l'auteur plutôt que ah il m'a piqué mes idées et il veut se faire de l'argent voilà sur mes idées, bref voilà. Après il y a le cas où des fois quand je lis des romans, notamment quand il y a des romans très connus et j'ai reçu des manuscrits comme ça où véritablement t'as des auteurs qui pompent, mais quand je vous dis qu'ils pompent les idées c'est vraiment qui reprennent des idées entières de romans, qui changent juste les noms des personnages et qui prennent 2-3 univers, du Brandon Sanderson, du Seigneur des Anneaux et puis je sais pas moi du Twilight, ils mélangent tout puis te le mettre dans l'univers. Il y a une vidéo sur le sujet, hein, la fanfiction, mais c'est un sujet controversé, mais moi personnellement j'en lis depuis que je suis ado. Je suis désolée, il y a les chiens de mon voisin qui ont décidé d'entamer leur chorale quotidienne, hein, parce qu'ils gueulent à longueur de journée. Cette question m'a beaucoup touchée, c'est y a-t-il des personnes qui t'ont marqué durant tes dédicaces? Alors pour l'instant j'en ai fait que 3, merci Covid. On a pu en plus discuter assez longuement, ça a été très différent, on a fait des groupes de discussion pour une dédicace, voilà, on a discuté plutôt longuement, des gens qui connaissaient pas la chaîne, bref, c'était assez génial, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont marqué. Il y a dans ma première dédicace, il y a une jeune fille qui a fait la route jusqu'à Paris pour me dire qu'elle avait vraiment apprécié le fait que j'ai traité la dépression comme ça, et c'est en fait, je pense que c'est les lecteurs qui m'ont le plus touchée, c'était ça, c'est des lecteurs qui savent ce que c'est, voilà, qui sont soumis malheureusement à la dépression, qui se sont reconnus dans le récit et qui me remerciaient et tout, et ça m'a beaucoup touchée, les gens qui parlaient de la chaîne comme quoi ça les avait sortis de périodes difficiles, bref, ça c'est touchant. Je veux dire, quand je vous vois en vrai, c'est pas du tout la même relation que quand c'est à l'ordinateur, tu vois, donc puis en plus j'ai pu voir des gens avec qui je parle assez souvent, donc ça c'était cool aussi, et plusieurs personnes comme ça m'a vraiment énormément touchée, voilà, de ça, puis les gens qui ont fait énormément de routes, des fois je me dis mais il fallait pas faire autant de kilomètres pour me voir. Donc mais c'est vraiment c'était vraiment très très touchant. Donc merci encore à tous ceux qui sont venus me voir en dédicace, on a pu parler, c'était cool, et vous êtes touchants en fait. Vous avez des vies très différentes les uns des autres, vous êtes d'âges très différents, il y a des garçons, il y a des filles, bref, c'est quand même assez sympa de voir que la chaîne aussi elle est aussi multi-personnes. Donc je pense que chaque rencontre apporte quelque chose de différent, notamment vous me conseillez des livres, il y a des gens qui sont hyper pointus sur la fantasy, d'autres qui commencent, vous avez vraiment des profils très différents et c'est ça qui est assez intéressant. Ensuite, comment tes proches ont réagi au fait que tu écrives un livre et que tu lances ton entreprise? Alors c'est une question un peu délicate mais on va y répondre. Pour le fait d'écrire, j'écris depuis 15 ans, donc quand t'as 15 ans tes parents ils ont un peu rien à faire, on va dire, c'est pas quelque chose qui, je veux dire, tout le monde écrit, beaucoup de gens écrivent, donc c'est pas forcément hyper waouh. Après quand il y a eu la publication, ça a été moite-moite, il y a des gens qui s'en foutent totalement dans mes proches et il y en a qui étaient plutôt contents, donc voilà, c'était un peu moite-moite. J'ai eu beaucoup plus de réactions à la création de l'entreprise, donc j'ai eu une grosse partie voilà, de mes proches, vraiment très très proches, qui étaient super contents, qui y croyaient et tout, donc ça c'était super. Quelques sceptiques, et c'est normal, hein, quand tu te lances comme ça, il y a toujours des sceptiques, et c'est important d'avoir des sceptiques dans son entourage pour un peu aussi pas trop s'enflammer. J'ai eu aussi des mauvaises réactions, voilà, faut dire ce qui est, et mon rapport aux autres a changé, notamment via certains membres de ma famille et via certains membres de mes amis. Donc il y a des gens qui ont totalement désapprouvé parce que dans la tête de certaines personnes, on est en France en 2020, mais le fait qu'une femme tienne une entreprise, ça plaît pas, et pas qu'à des hommes, hein, aussi à des femmes d'un certain âge, voilà, ça plaît pas. Qui n'espèrent qu'une chose, c'est que tu te plantes, et qui vont au ragot pour savoir si ça marche ou pas. Bon, ça je pense que dans toutes les familles, on n'a pas toujours des familles qui sont
on n'a pas toujours des familles qui sont extrêmement saines autour de nous, et c'est le cas, donc je me suis déjà pris la tête avec des gens sur ce qui est, mais voilà, donc quand tu es jeune et que tu veux prendre ton indépendance, et notamment que tu vas pas répondre au schéma classique du patron salarié, ça plaît pas à certaines personnes qui visiblement ne sont pas heureux dans le métier, dans leur métier on va dire à eux, donc ça en fait tu t'en fous. Par contre ce qui est le plus dérangeant en fait c'est mon rapport avec certains de mes amis, notamment avec la création d'entreprises, où certaines personnes sont revenues vers moi pour notamment trouver du travail, voilà, clairement dans un but totalement et purement opiniâtre. Clairement ils sont là pour qu'une chose, c'est que toi tu leur apportes quelque chose et eux t'apportent jamais rien, donc c'est pas très intéressant comme échange, mais voilà, donc il y a vraiment du énormément positif avec des gens qui mais vraiment des gens qui me supportent, que ce soit mes amis les plus proches, qui me demandent comment ça se passe, qui sont à fond, qui sont toujours là, qui m'aident, bref, ça c'est hyper génial, mais il faut savoir que dans une entreprise, tu vas pas forcément avoir toujours une bonne vision. Quand j'ai fait ma formation, en fait, ce qui m'avait étonné, c'est qu'un des formateurs nous avait dit, du moment que tu vas devenir entrepreneur, tu vas perdre des amis, il y a des gens qui vont te tourner le dos, et en fait, c'est ou te critiquer. Et en fait ça a été vraiment, au début je croyais pas, tu vois, j'étais en mode bah non, pourquoi? Et en fait oui, parce que le fait que tu sois ton propre patron, il y a des gens qui supportent pas ça, voilà, et notamment le fait que tu sois une femme patronne, il y a des gens aussi qui supportent pas ça, mais voilà, les amis je m'en doutais un petit peu parce qu'il y a certaines connaissances, je sais, qui sont comme ça de nature, mais c'est vrai que c'est un peu pesant, et des fois quand je reçois des messages de certains de mes amis, pas mes amis proches, mais de mes connaissances, j'ai toujours la boule en ventre en mode ils vont me demander quelque chose, et c'est souvent le cas. Mais ça je pense que c'est dans toutes les amitiés, hein. T'as des connaissances un peu toxiques aussi pour ça, donc c'est le cas. Voilà, c'est une question mitigée, mais c'est important de vous dire aussi que c'est pas tout beau et tout rose, il faut dire ce qui est, et que c'est vrai que on est dans un monde où les gens sont extrêmement jaloux, sont extrêmement envieux, où dès que tu sors du schéma classique, on va dire c'est pas possible. En fait, faire de ta passion ton métier, pour certaines personnes c'est pas concevable parce qu'ils ne l'ont pas vu et qui se sont soit n'ont pas pu, soit qui se ne sont pas battus pour avoir ça, et ce qui fait qu'ils ont des réactions qui sont pas toujours très bonnes, mais souvent très sexistes aussi, hein, c'est lié à ça aussi. Ensuite, alors là on va parler plutôt du métier d'éditeur, on quitte l'auteur, voilà, pour l'éditeur, je pense que c'est une partie qui vous intéresse peut-être plus. En tant qu'éditrice, qu'est-ce que tu aimes le plus? Alors ça n'a pas vraiment changé de ce que j'aimais le plus en stage. Le travail sur le texte, c'est quelque chose que j'aime bien, mais pas forcément ce que j'aime plus, hein. Pourtant c'est vraiment l'essence, on va dire, du métier pur d'éditeur. Moi c'est vraiment le travail avec les illustrateurs, donc tout ce qui est recherche graphique, travail avec les auteurs, le travail sur le livre objet en soi, tu vois, le papier, le grammage, là l'effet qui est un peu bossé sur la couverture, choisir l'illustrateur, bref, vraiment ça. Ensuite dans le texte c'est vraiment de la mise en page, j'aime beaucoup faire de la mise en page mine de rien, donc par exemple rajouter là dans La Gardienne du Chardon il y a des petits débuts de chapitres comme ça, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, faire de la mise en page je trouve que ça me détend énormément, donc c'est quelque chose dans lequel, voilà, choisir comment tu mets en page, comment tu annonces les choses, tu vois, mettre par exemple l'arbre ici, bref, ça j'aime beaucoup faire ça, la liste des personnages, vraiment l'essence du livre au sens vraiment objet livre, j'adore ça, c'est un truc qui me passionne. Le travail sur le texte en tant que... Là comme c'est mon propre texte c'est un petit peu compliqué, mais par exemple le travail sur le texte, le prochain potentiellement texte que je vais publier, j'ai déjà repéré ce qui va pas, tout, c'est un truc que j'aime bien en fait, parce que ça fait partie aussi du boulot que je fais sur YouTube, c'est-à-dire de voir un peu les défauts des romans, et ça j'aime bien, et les qualités bien sûr, mais ça j'aime bien ça, mais tout ce qui est correction orthographique, grammaire, tout ça c'est toujours quelque chose que j'ai jamais aimé, donc ça faut laisser aux correcteurs et tout ça, mais sinon voilà, c'est vraiment l'objet, le travail sur le texte au sens travail scénaristique, et tout ce qui est style, tout ça, je sais que c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. C'est très littéraire, c'est très important, mais pour moi c'est pas ce qui me passionne le plus, donc voilà, c'est ce que je préfère le plus dedans. Tout ce qui est la gestion de la communication et les réseaux sociaux, j'aime beaucoup, voilà, gérer la page Instagram, ça c'était le cœur de mon stage aussi, donc bah, ça j'aime beaucoup, c'est une des parties du métier que j'aime bien, parce que c'est en lien aussi avec la critique YouTube, donc ça c'est cool, et c'est un univers dans lequel je me sens à l'aise, donc ça va faire tout ce qui est, tu sais, montage au niveau de vidéos pour par exemple cette vidéo ou d'autres, faire du montage graphique. Alors la question, comment jongles-tu entre le métier d'auteur et d'éditeur? Alors la casquette d'autrice-éditrice, avoir des casquettes c'est difficile, voilà, de prendre du recul, tout. L'avantage c'est qu'ici, moi il a été relu quand même par
plusieurs personnes du monde de l'édition, donc c'est quand même un avantage important. Là, ça sera beaucoup plus simple si je suis que éditrice, et dans le futur, si j'embauche des personnes, mes livres ne seront pas édités par moi, hein. Je ferai tout pour que ça soit pas le cas, parce que c'est ce qui est le plus difficile à faire en fait. C'est hyper chronophage, tu te poses plein de questions, des fois les questions t'as pas à te les poser parce qu'il n'y a pas ça. C'est une distance qu'il faut prendre, notamment au niveau scénaristique, tout, donc tu relis 36 fois ton truc. Voilà, donc c'est difficile, c'est le plus difficile dans ce cas-là, et c'est toujours un peu le problème des éditeurs. Il y a plein d'éditeurs qui se publient aussi, hein. C'est pas quelque chose de pas commun, et dans les grands groupes aussi, il y a des éditeurs qui publient leurs textes ou les textes de proches. En fait, quand tu publies même les proches, ça revient au même en fait. Donc pour moi, le regard critique doit être beaucoup plus acéré et c'est compliqué à gérer, mais voilà, donc moi je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Après pour moi ça sera beaucoup plus facile de travailler sur les textes d'autrui, hein. C'est beaucoup plus simple parce que le recul est beaucoup plus simple, mais je fais avec, hein, on n'a pas trop le choix. Et puis pour ma part, vu les retours de la Gardienne du Chardon, j'ai dû quand même me débrouiller plutôt pas mal, et je vous remercie aussi pour tous vos messages, notamment sur Instagram, vos messages privés, de me dire que vous avez aimé, ça me fait beaucoup plaisir de en dédicace venir, que ça vous a plu, merci beaucoup. Voilà, donc je vous remercie. Ce qui est le plus difficile en tant qu'éditeur, alors je pense que le plus difficile à gérer, moi j'aime pas du tout les refus. Envoyer les refus de manuscrits, c'est un truc qui est assez gênant, surtout que les auteurs, et ça je peux comprendre, ils veulent toujours des justifications, alors qu'en fait t'as pas le temps et t'es pas dans le devoir de leur donner. Je sais que dans mes anciens stages, il y avait des auteurs, mais au point où ils harcelaient. Et moi j'en ai eu un notamment là où ils envoient des messages, mais je dis je te donnerai pas la raison, tu vois, j'ai pas à te la donner, parce qu'en plus si je te la donne, ça peut te servir notamment à aller chez un autre éditeur. Donc il y a ça aussi qui est important. Les retours sont importants, mais en fait les auteurs ne payent pas pour avoir des retours, donc rien n'oblige l'éditeur à donner un retour, sachant que il n'est pas payé pour le faire, quoi. C'est un gain de temps, ça veut dire prendre des notes à fond sur tout ce qui va pas. Ce travail-là, il y a des gens qui font ça, hein. Il y a des gens qui font ça. Après, je sais pas sur quel diplôme et sur quelles compétences ils se basent. Pour ma part, c'est pas le cœur de métier d'éditeur, mais c'est vraiment le plus difficile de dire non à des gens. Tu vois, c'est un peu compliqué, parce que quitter pour dire si c'est bon ou c'est pas bon, c'est compliqué. Et des fois, tu vois, là, dans le cas des manuscrits, c'était même pas que c'était pas bon pour certains, c'est simplement que c'était pas le bon genre, que c'était soit trop court. La construction, la complexité des personnages, bon ça je suis un peu casse-pied là-dessus, mais notamment les histoires d'amour, je trouve, après c'est mon avis comme ça, mais j'ai reçu énormément de manuscrits où c'est très gnangnan, et ça j'ai beaucoup de mal avec les petits surnoms, tout ça. Moi, ma vision du romantisme, elle est pas forcément comme ça, et j'aime pas lire ça en fait dans les romans. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnel qui fait que ça influe, mais ça c'est le pire. J'aime pas tout ce qui est correction orthographique, tout ça, c'est un truc que j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Voilà, la correction de style, tout, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier, donc voilà, j'aime pas forcément ça. La négociation aussi, c'est pas ce que je préfère, parce que je suis obligée de négocier de plus en plus, parce qu'on est dans une époque où les gens, surtout quand tu te lances, il y a des gens qui vont te demander des sommes faramineuses pour faire un travail, alors qu'en fait quand tu apprends après coup la somme que t'as payée, tu te dis que tu t'es fait avoir. Bon, ça on apprend comme dans tout, mais notamment des gens qui se lancent et qui n'ont aucune idée des budgets en fait, et qui te demandent des budgets de ouf pour faire voilà, des trucs, et t'es en mode mais en fait non, ça se passe pas comme ça. Il y a plein d'éléments que certaines personnes au vu de leur métier ne comprennent pas, et c'est beaucoup de choses. J'aime pas ça parce que je suis pas à l'aise, j'aime pas négocier dans la vie, c'est quelque chose que je suis obligée de faire, mais je fais tout maintenant, je négocie tout, et c'est quelque chose que je suis obligée de faire mais que j'apprécie pas forcément. Puis c'est la comptabilité, bon ça après je pense pas qu'il y ait grand monde qui aime la comptabilité, mais il y a forcément dans chaque métier il y a des choses que t'aimes ou t'aimes pas. Après, l'avantage quand t'as une entreprise, c'est que plus tard, si ça marche, de pouvoir déléguer ce genre de tâches. Et là, tu t'éclates à fond. Ce qui est le plus difficile, c'est de trouver ce manuscrit en fait que toi, t'as envie de trouver, qui répond à tes attentes, et d'avoir une base en fait, parce que c'est compliqué. Quand tu reçois beaucoup de manuscrits, ce qui est le plus difficile, c'est de voir ce que ça peut donner sans connaître l'auteur, sans connaître sa capacité à accepter la critique et à vouloir changer certains éléments. Moi, c'est ça que je trouve aussi le plus difficile. Et ce qui est aussi assez difficile quand tu te lances, il y a beaucoup de choses difficiles, hein, je préfère vous le dire, c'est toute la relation au libraire en fait, c'est tout un truc qui se construit. Je vais pas passer par Interforum et ce genre de plateforme parce qu'il y a plein d'inconvénients et que je veux quand même avoir un œil sur ma distribution-diffusion. Faut dire ce qui est, je trouve que c'est important de pas diffuser, distribuer n'importe où non plus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses difficiles à prendre en compte, et voilà, cette vidéo aussi c'est pour vous parler un peu du monde de l'édition, de ce qui est difficile ou pas.
quand t'es une petite structure. Des choses que tu aimerais changer dans le milieu d'édition, il y a pas mal de choses, parce que pas mal de choses, pourquoi j'ai pas voulu non plus travailler dans les grosses boîtes, mais je pense que la première chose, c'est le sexisme sous-jacent. Alors vous allez vous dire, mais les mondes de l'édition est composé à 90% de nanas. Oui, certes, il y a même des nanas qui sont dirigeantes. Par contre, quand vous allez dans des grands groupes, et même en général dans des maisons d'édition, tu vas voir que toutes les nanas, elles sont assistantes, elles sont peut-être éditrice, voilà, mais souvent on parle d'éditeurs masculins, les hommes ne sont jamais, ou très peu, dans des postes en bas de l'échelle, souvent ils ont les hauts postes, ils sont bien placés par rapport à d'autres femmes, et parfois ces femmes sont beaucoup plus compétentes quand tu les vois dans le milieu du travail, donc c'est vrai que ça c'est le cas, quoi, c'est souvent le cas, c'est souvent des hommes en haut et une armée de femmes en bas, voilà, donc ça c'est sous-jacent. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est changer un peu ce côté, et ça j'y peux rien, c'est d'avoir plus de mixité aussi au niveau homme-femme, parce que comme il y a énormément de femmes, c'est un milieu très féminin. Moi c'est quelque chose qui m'a pas plu du tout dans l'édition et dans mes études en général, ce qui fait que voilà, j'ai un peu plus de mixité, je trouve que c'est bien, ça apporte plus de choses, et même dans les relations de travail, je trouve que ça apporte plus de choses, d'autres points de vue, parce que mine de rien, même si je suis engagée pour l'égalité homme-femme, on a certains points de vue parfois qui sont intéressants de voir d'un côté ou de l'autre, donc voilà, c'est ce genre de choses. Bon, la chose majeure que je veux changer, c'est la distribution Amazon, hein. Voilà, c'est ça. Je vois qu'il y a des choses qui commencent à être mises en place, donc ça c'est cool, mais moi l'élément majeur c'est ça, c'est de faire une distribution plus responsable, et ça c'est totalement un discours hippie hein, pour certains. Nouvellement, il y a des maisons d'édition qui ont décidé de faire le choix de ne plus distribuer sur Amazon, mais voilà, moi le but ça serait de changer ça en fait, que les gens, mais ça c'est totalement utopiste, hein, que les gens retournent en librairie, et je pense que le dernier point, c'est un point où moi je suis pas légitime et je veux pas de commentaires sur le sujet parce que c'est pas à moi de dire ce genre de choses, mais j'aimerais bien qu'un jour ou l'autre il y ait des langues qui se délient dans l'édition sur ce qui se passe dans certaines entreprises, sur plein de sujets différents qui sont plus ou moins graves parce que c'est encore tabou, et que comme c'est un milieu qui est tellement petit, le problème c'est que quand les gens parlent, et bah ils se font blacklister on va dire, donc voilà, il est important aussi d'en parler. Et la dernière question, as-tu trouvé un manuscrit? Alors oui, j'ai potentiellement trouvé un manuscrit, par contre c'est un peu compliqué parce que c'est pas quelqu'un qui me l'a envoyé. Je l'ai trouvé sur une plateforme, il faut que j'attende pour pouvoir contacter l'auteur, et le truc c'est que je mets des grands guillemets parce que comme tout manuscrit, le manuscrit que j'ai vu, ça sera pas du tout le manuscrit qui est publié, il y a beaucoup de travail. Mais la base est bonne, la langue est bonne, l'histoire de base est bonne, même s'il y a des choses à changer, et le problème c'est que j'attends de voir via les échanges de mails et peut-être un coup de fil comment est l'auteur et jusqu'où il est prêt à travailler son texte, parce qu'il y a énormément d'auteurs, et ça c'est dans mes stages j'ai vu ça, qui pensent que leurs textes sont géniaux de base, qu'il ne faut rien changer, qu'ils sont des génies incompris, voilà, ce sont des poètes maudits qui voilà, connaîtront un succès fulgurant dans un siècle parce que voilà, tout ça, bref. Vous voyez le genre de portrait, et il y a beaucoup plus d'auteurs que vous pensez qui sont sur ce sujet-là, et ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas la critique, et j'ai un petit peu peur de ça, parce que notamment je n'arrive pas à viser l'âge de l'auteur. Et c'est vrai que vu mon expérience, plus les auteurs sont âgés, plus ils ont du mal avec la critique. Voilà, en général, les jeunes sont plus prompts à écouter voilà, d'autres personnes, à prendre en compte l'avis d'autres personnes. C'est peut-être l'âge ou la maturité, je sais pas qui fait ça, mais c'est le cas. Et c'est souvent le cas dans plein de choses, hein. Quand plus on vieillit, moins on est capable de s'adapter. Ça, c'est prouvé. Donc c'est pas tout le cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même beaucoup d'auteurs comme ça. Ce qui fait que voilà, j'attends de voir jusqu'où, parce que la langue est bonne, mais il y a pas mal de choses. Le scénario est bon, mais il y a des choses à changer. Il faut creuser des choses, il y a des traits de personnages qui sont à retravailler, il y a des choses à rajouter, il va y avoir du travail d'écriture derrière et de réécriture, et moi le but c'est de rendre un récit qui est bon, parce que j'ai pas envie de rendre un récit qui ne correspond pas vraiment à la maison d'édition et que j'estime pas, bon là en l'état il est pas publiable, donc pour moi il est pas publiable, après c'est une question de nos attentes, mais voilà, donc j'espère que ça va se faire, on croise les doigts, voilà. Mais c'était la bonne nouvelle, je désespère un petit peu, parce que j'ai des attentes, hein, faut pas se dire je veux pas prendre le premier manuscrit qui passe, et voilà, la maison d'édition c'est de la fantaisie adulte, et je sais que on n'a pas tous la même définition de l'adulte, ni la même définition du romantisme ou de ce que je veux, il y a des choses, c'est pas ce que je cherche, tu vois. Donc voilà, et je reçois aussi des textes what the fuck qui n'ont rien à voir, de la science-fiction, alors que c'est clairement, explicitement
marqué dans le lien où on dépose le manuscrit que bah non en fait il y a des consignes claires, mais bon c'est comme ça voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre si j'ai pas répondu à vos questions. C'était un peu vous faire en même temps un bilan sur les 3 nornes. Ça a été une année difficile pour tout le monde, je le savais quand je me suis lancée que ça allait être une année difficile, mais je suis dans l'optique que après un démarrage aussi compliqué au vu de la conjecture actuelle, ça ne pourra aller que mieux, sachant que là je suis un peu désespérée au niveau des salons parce que j'avais déjà eu des dates, voilà, pour certains salons, et qu'ils reportent tout, mais en même temps que d'autres salons j'ai déjà accepté. Donc en fait, ça va vous léser vous et ça va me léser moi. Les salons pour les indépendants, c'est ce qu'il y a quand même de plus intéressant, on va dire, en termes de chiffre d'affaires. Et moi, mon but, c'est aussi de vous rencontrer et de discuter, et voilà, de parler de livres. On n'est pas là que pour acheter le livre, on est là aussi pour discuter sur les salons. Donc voilà, on voit ça, puis t'as plein de salons qui savent même pas si ça va être organisé, c'est un bazar un peu sans nom, on va dire. Faut garder l'esprit clair, l'esprit objectif, et pas non plus dire tout va bien, tout est merveilleux. Il faut rester dans la ligne de mire et surtout prévoir des projets pour 2021. Et là je fais la petite collection là, je vais faire quelques trucs aujourd'hui là-dessus et après ça sera tout pour 2021. Voilà, il faut voir dans le futur et j'espère que ça vous plaira et je vous remercie encore pour tout votre soutien, tous vos commentaires, tous vos retours. Merci à tous ceux qui notamment me disent sur Instagram qu'ils sont pas très à l'aise de le dire sur les réseaux sociaux. Donc j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus personnel, c'est je trouve beaucoup plus sincère aussi d'une certaine manière. Donc voilà, je suis plus friande de ça. Donc merci beaucoup et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée.